Alors, les menaces environnementales, elles ont d'abord été perçues comme locales. La pollution de tel lac, de telle rivière, une marée noire qui venait souiller localement le milieu marin, une usine qui polluait les villes et les villages voisins. À partir des années 1980, on a peu à peu réalisé qu'il existait des menaces globales, c'est-à-dire des problèmes environnementaux qui produisaient des effets indépendamment finalement de la localisation de la source des pollutions. Cela a été évident pour l'atteinte à la couche d'ozone stratosphérique, atteinte qui trouve son origine dans des émissions de substances chimiques, notamment les chlorofluorocarbones, dans les pays industrialisés. Et pourtant, c'est dans l'hémisphère sud, et notamment au-dessus de l'Antarctique, qu'un trou s'est formé dans cette couche protectrice de la vie qui filtre une partie du rayonnement solaire ultraviolet. Menace globale, c'est évident aussi pour les changements climatiques. Les émissions de gaz à effet de serre rejoignent en quelques jours l'atmosphère et viennent finalement perturber le système climatique global avec des conséquences en des points très éloignés de la planète. Mais petit à petit, nous réalisons que même des menaces qu'on pensait très localisées ne le sont pas vraiment. En se cumulant, elles viennent en effet perturber des équilibres qui sont des équilibres globaux. Ainsi, la disparition d'une espèce de faune ou de flore, elle vient porter atteinte à la biodiversité globale. Et je crois que c'est bien ce qu'exprime la notion de limite planétaire. Pour les scientifiques, en surexploitant les ressources naturelles, l'homme fait sortir la Terre d'un espace de fonctionnement sécurisé. Sur 9 limites planétaires à ne pas dépasser, identifiées par les scientifiques, nous en aurions déjà franchi 4, s'agissant notamment de la perte de biodiversité, mais aussi des cycles biogéochimiques, de l'azote, du phosphore, de la déforestation et des changements climatiques. En bref, aujourd'hui, la plupart des perturbations et pollutions de notre environnement revêtent une dimension globale. Aucun État, même le plus riche ou le plus volontariste, ne peut prétendre à résoudre seul ces menaces globales. Le droit international s'impose alors comme un outil pertinent et un outil nécessaire pour faire face aux menaces globales. Dans ce contexte, est-ce que les textes internationaux en vigueur sont suffisants ? Les règles juridiques internationales qui ont pour objet la protection de l'environnement, elles ont connu une remarquable expansion, aussi bien sur le plan quantitatif qu'au regard des domaines couverts, et ceci sur tous les continents. La coopération entre les États est devenue quotidienne grâce aux organisations internationales et aux multiples COP, les conférences des parties qui ont été créées, ce qui est très positif et très utile. Bien sûr, le droit international de l'environnement n'a pas résolu tous les problèmes. Il souffre partout de problèmes d'effectivité et beaucoup reste à faire. Mais il a largement contribué à la sensibilisation à ces questions et à leur importance, aussi bien des États et de leurs administrations que des citoyens du nord au sud. On peut dire qu'il a fait monter sur agenda à tous les niveaux, du local au global, les questions environnementales. Il a permis une meilleure compréhension des enjeux et des besoins. Il a favorisé des coopérations internationales à divers niveaux et a inspiré les droits nationaux. Face à l'aggravation des menaces, il est clair qu'il faut changer de braquet. Mais la priorité me semble être davantage dans une meilleure mise en œuvre de l'édifice réglementaire qui existe que dans l'adoption de nouvelles conventions. Et je crois que c'est aussi parce que beaucoup partagent ce point de vue que le projet français de pacte n'a pas fait consensus à l'échelle internationale. La Cour internationale de justice est là, elle est à la disposition des États. Elle dispose d'une compétence générale qui lui permet de régler aussi les litiges qui ont une dimension environnementale. Et elle est loin d'être la seule. À l'échelle internationale, il y a en réalité pléthore de mécanismes juridictionnels, quasi-juridictionnels et non juridictionnels pouvant participer au contrôle du respect des règles du droit international de l'environnement. En pratique, le principe du consentement de l'État à la juridiction internationale vient toutefois limiter considérablement les possibilités contentieuses. De ce fait, je ne suis pas sûre qu'on ait besoin d'une nouvelle institution. En revanche, ce qui pourrait permettre de progresser serait de développer les hypothèses de juridiction internationale obligatoire.
Il faudrait alors multiplier le consentement préalable à cette juridiction internationale, qu'il s'agisse de la Cour internationale de justice ou de tribunaux arbitraux ad hoc. Consentement préalable, cela veut dire avant que ne survienne un différend. Car une fois qu'un différend survient, il y a toujours au moins un des deux États qui risque de traîner les pieds, de ne pas être très enthousiaste. Les progrès pourraient alors venir de nouvelles déclarations d'acceptation préalable des États, de l'insertion de clauses compromissoires dans des conventions internationales ou de nouvelles conventions internationales organisant le règlement des différends interétatiques. Ces procédures sont très importantes et elles le sont d'autant plus que leur médiatisation est croissante. Au-delà de la résolution des litiges, elles contribuent à clarifier les droits et les obligations des États, ce qui est tout à fait nécessaire car les obligations définies sont souvent vagues. Les juges internationaux se savent très observés dans ce domaine et cela les conduit à être de plus en plus audacieux. Il faut ajouter que leurs interprétations sont précieuses pour les juges nationaux devant lesquels l'argument de la violation du droit international est invoqué de manière croissante. Les procès climatiques en sont une très bonne illustration, mais il est probable qu'ils ouvrent la voie pour le futur à d'autres procès environnementaux, biodiversité, produits chimiques, plastique, déforestation. La gravité des menaces globales à l'environnement, le franchissement des limites planétaires vont probablement se traduire par de nombreux procès nationaux qui poseront la question des responsabilités de tel État ou de telle entreprise. Les ONG en saisissent bien l'intérêt et elles aiguisent peu à peu leur stratégie contentieuse en utilisant en quelque sorte l'arme du droit.